Alors, en ce qui concerne les actions liées à la période de déconfinement, donc ce lundi 18 mai, différents opérateurs ont pu ouvrir leurs portes, vous l'avez dit, donc les infrastructures d'intérêt culturel, les musées, les châteaux et citadelles, les demeures et les monuments historiques, et les infrastructures d'intérêt naturel comme les jardins, les parcs et réserves naturelles, les eaux et les parcs animaliers. Par contre, les activités récréatives, dont les parcs aventures, restent quant à elles toujours interdites. Alors, nous avons travaillé avec les différents secteurs à proposer des mesures de déconfinement au groupe d'experts, donc le GES, qui effectivement fait des propositions au CNS. Nous avons eu des contacts avec les différentes instances du gouvernement fédéral pour leur démontrer la maturité du secteur et les engagements que celui-ci prenait pour la sécurité sanitaire de nos citoyens. Ce travail continue pour les opérateurs qui ne peuvent pas encore ouvrir leur établissement. Dans ce cadre, nous travaillons de concert avec les autres régions et communautés du pays, donc la région flamande, la région bruxelloise et la communauté germanophone. Et nous souhaitons établir une position commune pour ouvrir un espace de dialogue avec le GES dans ce sens. Donc ces contacts sont prévus dans les prochains jours. Concernant les hébergements touristiques et les résidences secondaires, et je partage tout à fait l'analyse qui a été faite par M. Decken, les propriétaires de secondes résidences ne comprennent pas le maintien de l'interdiction d'accéder à leurs biens. Je comprends leur interrogation et, en l'absence d'explication, je partage leur incompréhension. Il est souhaitable que le CNS apporte des perspectives claires le plus rapidement possible pour les résidences secondaires, bien sûr, tout comme pour les responsables de gîtes et d'infrastructures récréatives. Et je suis bien entendu très active afin d'alimenter au mieux les experts et mettre en avant les propositions faites avec le secteur. Alors, les services annexes des différents établissements touristiques, tels que les salles de réunion, les piscines, les restaurants, font également l'objet d'une grande attention. Ceux-ci restent des points très sensibles dans la gestion de la crise sanitaire, notamment en lien avec les normes prévues pour le rassemblement des personnes. Si nous avons fait des propositions, c'est bien sûr le CNS qui doit se positionner sur les ouvertures potentielles et les normes à respecter, puisque vous savez que dans les infrastructures qui sont ouvertes depuis hier, tout ce qui touche à l'ORECA et aux plaines de jeu reste fermé. Alors, ça a été évoqué dans vos questions. Donc, il y a un guide sanitaire qui a été mis en ligne hier sur le site du CGT. Ce guide est le fruit du travail important du CGT de OEBT, mais en relation avec les associations professionnelles. Celui-ci est pour l'instant uniquement à destination des opérateurs dont l'ouverture est autorisée par le CNS et il sera complété au fur et à mesure des décisions du CNS pour les autres secteurs, donc tels que l'hébergement, et bien évidemment, il est concerté avec les associations. C'est un guide qui se veut pratique et orienté usager afin de faciliter la gestion sanitaire pour les opérateurs touristiques. Et c'est vrai, M. Marois l'a souligné, j'ai pu constater sur le terrain, tant dans les musées que j'ai visités ou que l'abbaye de Slavlo ce matin ou Peridaisa la semaine dernière, j'ai constaté les mesures qui ont été mises en place, donc à la fois des mesures de contingentement où il y aura un nombre limité de personnes admises dans les infrastructures, les mesures bien sûr de distance sociale avec des signalements au sol et bien évidemment toutes les mesures sanitaires qui sont indispensables pour la bonne poursuite des activités. Et il faut quand même aussi se rendre compte qu'à ce stade, les capacités des infrastructures sont vraiment réduites. Si je pense à Peridaisa, le parc va fonctionner à moins de 66% de sa capacité et c'est la même chose pour les musées que j'ai pu visiter. Tout ce qui concerne aussi les animations tactiles est fortement aussi compromis. Alors, en ce qui concerne les actions, donc ça c'est mon deuxième point, qui sont liées au soutien des opérateurs touristiques durant la crise.
Donc, il y a différentes mesures de soutien qui sont en construction. Je l'ai déjà abordé lors d'autres questions. Elles seront présentées dans les tout prochains jours au gouvernement wallon. Alors, contrairement à d'autres matières, il n'existait aucune base légale qui permettait de mettre en œuvre des mesures de soutien que je souhaitais pour le secteur et en concertation avec celui-ci. Donc, le CGT a donc travaillé à des textes réglementaires. Nous affinons les derniers détails. Je vous les présenterai dès que ce travail sera finalisé et que le gouvernement aura validé ces propositions. Ces mesures seront accessibles à différents secteurs, mais aucune différenciation ne sera faite sur base de la localisation géographique. Ceci répond à la question de M. Fontaine sur les attractions transfrontalières. Alors, au niveau budgétaire, je peux vous dire que je vais consacrer le maximum des possibilités du CGT, mais là, je peux essayer de satisfaire beaucoup de désirs de M. Decken, mais je ne pourrai pas aujourd'hui, ce soir, vous donner un montant précis. Alors, en ce qui concerne les actions liées au lancement de la saison touristique 2020, elles sont principalement centrées sur la communication. Et donc là, je vais faire allusion au sondage qui était une question de M. Marois. Dès le début de la crise, il a été essentiel de connaître les attentes des touristes, les changements de leur comportement après la crise. Il apparaît qu'un quart des sondés choisissent la Wallonie comme destination pour cet été. Les indécis souhaitent privilégier une destination plus proche, voire très proche. Les activités les plus plébiscitées sont les promenades, les visites de villes et villages et les visites des sites naturels. De plus, la notoriété de la Wallonie est très satisfaisante puisqu'elle présente une cote de 7,4 sur 10. Alors, ce sondage, dont M. Marois a vraiment bien résumé les grands enseignements, nous a permis de cibler les publics cibles, les besoins et les attentes des touristes. Et c'est à partir de ce sondage que l'on est en train de construire la stratégie de communication. Alors l'objectif est de donner une image positive et large de la Wallonie qui puisse profiter tant au secteur du tourisme qu'aux autres secteurs touchés par la crise, à savoir les commerces et les producteurs locaux, mais bien d'autres aussi. Elle doit donner envie aux touristes de visiter la Wallonie, mais également de le rassurer. Elle doit lui laisser entrevoir l'ensemble des possibilités qui s'offrent à lui, visiter une attraction, un musée, prolonger son séjour dans un hébergement, manger un bout, faire du shopping. La campagne se concentrera dans un premier temps sur le territoire belge. En fonction de l'ouverture des frontières, plusieurs scénarios ont été prévus pour une extension de la campagne. Alors, cette campagne de communication sera celle de tous les opérateurs touristiques. Un kit de communication va être mis à leur disposition pour qu'ils puissent se l'approprier et également créer leur propre support. C'est donc une image unie du tourisme wallon que nous souhaitons montrer. Et donc des contacts vraiment très étroits ont lieu aussi avec les organes de promotion. Le pass tourisme est toujours à l'analyse. Donc j'ai confié la tâche aux fédérations touristiques. Celles-ci me feront leurs propositions dans les prochains jours. Sur cette base, je pourrai voir si une généralisation sur le territoire de la Wallonie peut être faite. Pour la mise en œuvre de ce pass, les fédérations touristiques seront évidemment les relais principaux. Alors, je souhaite également intégrer la WAP, qui est proactive et qui participe aussi à la relance du tourisme, puisque la promotion du patrimoine est aussi un des atouts précieux de l'offre touristique. Ainsi, hier, on a abordé cette question en commission. Des produits patrimoniaux vont être créés et venir ainsi renforcer l'offre pour cet été. Alors, en conclusion, je voudrais insister aussi sur la relance. Donc, dans le contexte de la politique de relance de la Wallonie et du travail qui est mené dans le cadre de Get Up Wallonia, je souhaite également prendre des mesures structurantes pour accompagner et redynamiser le tourisme en portant une attention particulière à la pérennisation des structures et des emplois, mais aussi à renforcer cet écosystème que j'évoquais quelques lignes avant, qui est en fait tout ce qui participe à la dynamique du tourisme, qui concerne également la culture, les loisirs, le commerce, les circuits courts, donc aussi la promotion finalement de notre agriculture. Il est clair que ces mesures de relance
auront un coût. Nous examinerons avec l'ensemble du gouvernement la possibilité aussi de faire appel au fonds européen qui a été évoqué récemment et donc qui sera présenté concrètement par la Commission européenne le 27 mai prochain. Donc, en ce qui concerne la fin de l'année 2020 et l'année 2021, le plan se construit petit à petit parce que c'est vrai, M. Fontaine a raison, il faut déjà voir plus loin et anticiper 2021. L'objectif est que les actions mises en place cette année soient de véritables tremplins pour la saison prochaine. Le travail sur des actions plus pérennes va reprendre notamment en lien avec le plan stratégique que je souhaite toujours mener sur le tourisme wallon. Dans ce cas, différentes propositions sont en cours d'analyse, toutes orientées vers un tourisme plus durable. Pour l'instant, l'ensemble de l'équipe de relance se concentre sur la gestion de la crise, donc la période de déconfinement, du soutien et de l'été 2020.